Merci, bon, je vais démarrer. Donc c'est vrai que comme l'a dit Denis, je suis là pour plusieurs casquettes, à la fois Robotics Place, à la fois responsable de formation. Pendant que j'ai été longtemps responsable de formation, donc on avait monté des formations robotiques. Donc l'idée, je vais commencer un petit peu à l'envers. Je vais vous montrer pourquoi dans le milieu académique on a introduit ROS, parce qu'au départ il n'y avait pas du tout de ROS. Et puis après on parle un petit peu de ROS, sachant que dans l'un, c'était pas moi qui devais faire cette présentation, c'était Olivier Stas, qui est un spécialiste de ROS sur Toulouse, parce que moi j'ai programmé en ROS, mais ça fait en 2014, donc ça fait longtemps que j'ai plus programmé de ROS. Alors la robotique à Toulouse, ça a démarré des années 82, sur de la robotique industrielle, et ça continue depuis sur des DESS, etc. Et à partir des années 90, on s'est aperçu que dans le milieu industriel, il commençait à y avoir des chariots mobiles qui n'étaient plus filoguidés. Il y avait une entreprise Midi Robot qui s'était montée, qui malheureusement a fait faillite. Et donc on s'est aperçu qu'il fallait mettre les études à la robotique de navigation, robotique mobile, dont on avait commencé par acheter des scouts qui étaient des super robots. Les étudiants manipulaient 5 heures non-stop avec ce robot, donc c'est super batterie, etc. Comme quoi, déjà à l'époque, on avait des choses intéressantes. Et puis on a continué avec différents robots, une boîte de Montpellier qui faisait les Wani, c'est ça. On avait acheté aussi des Nao. Le problème qu'on a, on s'est vite aperçu que contrairement à la robotique industrielle dans laquelle nos étudiants, ils intégraient, ils avaient des cognets, etc., ils développaient une tâche robotique, on leur faisait développer des projets de pick and place, chose que tu n'avais pas connu, qu'on a développé plus après, David. On s'est aperçu que dès qu'on s'est attaché à la robotique mobile, c'est devenu compliqué. Parce que chaque fois qu'on changeait de plateforme, en gros, les enseignants, il fallait qu'ils se forment à la plateforme et tout ce qu'ils avaient fait avant, ça partait à la poubelle. Donc chaque fois qu'on changeait de robot. Et pourquoi? Parce que dès qu'on veut faire de la perception, de la décision, de l'action, il y a plein de composants logiciels qui doivent coopérer entre eux, c'est jamais les mêmes formats, etc. Donc du coup, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à faire évoluer nos projets. Donc on n'arrivait pas à capitaliser sur nos plateformes. Quelque chose qui a été nouveau dans les années 2013-2014, on s'est aperçu, puisque les formations, que ce soit IUPSI ou DESS, il y avait beaucoup de stages, qu'à partir de 2014, nos étudiants qui allaient dans des labos, ils faisaient des stages temps sous ROS, ça c'est vrai, mais on s'est aperçu que ça a commencé dans l'industrie. On a eu quelques sociétés qui demandaient, qui prenaient des stagiaires pour tester justement qu'est-ce que valait ROS quelque part. C'est en gros, l'entreprise dit je ne fais pas de ROS, mais j'ai envie un petit peu d'évaluer ROS, je prends un stagiaire pendant 6 mois. Voilà. Et en plus, nos formations, les maîtres de conf, ils sont quasiment tous au LAS, donc c'est vrai que on est tous chercheurs, donc du coup, ROS était dans les laboratoires depuis un bon moment. Donc on s'est aperçu que sur les plateformes qu'on a achetées à partir de 2014, au départ c'était les Turtle parce que c'était pas cher, d'accord, je pense que ce soit le Baxter ou que le dernier achat qui a été fait par la IP, donc c'est le robot Thiago qu'on commence à voir, mais tout ça, on forme nos étudiants dessus à travers ROS. Et on s'est aperçu que ça, quelque part, au départ c'était à l'UPS, et ça il s'est mis, parce que maintenant les étudiants de Polytech Montpellier ils viennent faire une semaine de formation à Toulouse sur ROS. Dernièrement, depuis pas très longtemps, depuis 2 ans, je crois que ça fait 2 ans, l'INSA, GE2I viennent aussi être formés sur ROS. Et cette année, l'ISAE, Super Héros, aussi, ils vont avoir une formation sur ROS à l'AIP Primeca. Donc ça veut dire qu'on voit que ça prend. Alors pourquoi? Parce que dès qu'on fait des systèmes robotiques, on sait que c'est très complexe. Parce qu'à la fois, il faut des compétences robotiques, c'est vrai, il y a des méthodes, il faut savoir comment on gère une singularité, etc. Il y a différentes problématiques qui sont purement robotiques, mais il faut avoir des compétences en mécanique, électronique, etc., informatique, vous savez très bien, tout ce qui est en réel, tout ce qui est automate, etc. Et on sait très bien que c'est quand on résout des verrous technologiques dans ces disciplines-là que souvent, en robotique, on peut faire des avancées. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable de réutiliser des outils qui sont développés dans ces compétences-là, en robotique, on va avoir du mal à faire des projets robotiques, à développer des systèmes robotiques qui vont être performants et qui vont aller loin. Donc du coup, il faut faire un travail collaboratif entre les équipes et notamment travailler sur de l'open source. Donc du coup, ROS, ROS se justifie pleinement. Et le système ROS, c'est ce que j'ai copié, ce transparent de Olivier Stas, je le remercie pour pas mal de choses qu'il m'a donné pour les transparents. C'est le premier projet collaboratif à grande échelle, qui va donner plein d'outils informatiques, justement, pour pouvoir mettre au point
des applications robotiques qui seront un petit peu évoluées. Voilà. Alors, l'intérêt de ROS, après je vais un petit peu détailler, mais premièrement, ça va permettre de faire communiquer des briques logicielles différentes. Ça, je crois que c'est la grosse force de ROS à travers ce qu'on appelle des nodes. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des nœuds développés sur d'autres projets. Ensuite, c'est de l'open source. Donc, il va y avoir beaucoup de paquets disponibles. Vous verrez qu'en fin de compte, les paquets disponibles, au cours du temps, ils ont diminué. Parce qu'il faut qu'ils soient un petit peu robustes et qu'ils soient maintenus dans le temps. Je vais vous montrer un petit peu les chiffres tout à l'heure. Quelque chose qui est important pour les industriels, c'est que ROS, c'est sous une licence BSD. Ça, je crois que c'est un point important. C'est-à-dire que vous pouvez modifier, utiliser le code pour une utilisation commerciale, sans avoir le redistribué en open source. Donc ça, je pense que pour le milieu industriel, je crois que c'est le point clé, quoi. À la fois, je dirais, l'aspect brique logiciel et l'aspect licence BSD, je crois que c'est vraiment les points clés pour l'industrie. C'est multilangage, bon, ça permet d'avoir des outils de visualisation, de simulation, de contrôler plein de robots, je vais donner quelques exemples, hein. Et aussi, ça peut être embarqué maintenant sur des cartes légères. Et surtout, il y a plein de fabricants qui donnent tout le package ROS qui va bien. Par exemple, vous achetez des caméras Connex, et bien maintenant vous avez des caméras Connex, vous pouvez les faire tourner sur ROS. Alors, donc c'est quand même un changement, je dirais, d'attitude. Alors ROS, juste, hein, ça a commencé en 2008, hein, oui, c'est quand même vieux. Alors, ROS 1 va finir en 2023 ou 2024 à peu près, je ne sais pas, c'est à peu près ces ordres-là. Pour après, il y aura ROS 2. J'en dirai juste un petit mot en conclusion, sachant que là, je ne suis pas compétent, donc je ne vais pas trop en dire. Excusez-moi, je suis allé en retard. En arrière, voilà. Bon, si on prend une application robotique, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous ai dit le problème de l'application robotique, notamment dès qu'on va faire de la navigation, des applications sur des plateformes mobiles, c'est qu'il faut percevoir, décider et bouger. Donc ça veut dire que vous allez devoir, pour faire cette boucle, vous allez avoir des boucles de contrôle et des données qui vont interagir entre elles à des fréquences qui n'ont rien à voir. Par exemple, quand vous faites du contrôle à bas niveau, vous allez être à quelques dizaines de kHz. 10, 20, 30, 40 kHz, ça dépend de ce que vous avez. Quand vous allez faire, par exemple, du contrôle, j'ai pris le robot de Willow, le PR2, eh bien, il faut contrôler le corps complet, à la fois il faut contrôler les bras, il faut contrôler la base mobile, etc. Là, vous n'avez pas besoin de travailler à 40 kHz, vous allez commencer à travailler à quelques centaines ou 1 kHz au maximum. Quand vous allez faire de la planification de mouvement pour trouver la trajectoire, chose que nous, on n'a pas pu faire avec Waze ce matin, eh bien là, on va travailler à quelques secondes ou à quelques minutes. D'accord? Et si vous faites de la planification plus haut niveau, dans lequel il va falloir représenter l'environnement, dans lequel il va falloir planifier des tâches au niveau pour dire, pour aller là, il faut commencer par ouvrir la porte, etc. Donc, utiliser des techniques très IA maintenant. Là, vous allez parfois travailler à quelques minutes ou quelques heures. Donc, vous voyez très bien que la difficulté de l'application robotique, elle est là. Il va falloir transférer des informations, d'accord, qui ont des fréquences différentes sur des composants logiciels qui sont complètement hétérogènes. Et la difficulté qu'on avait avant ROS, notamment quand on a fait nos applications sur le nomadique, le Piki, enfin, les petits robots, tout ça, c'est que justement, à chaque fois, tout ça, il fallait le gérer, il fallait repartir de zéro. Donc il fallait tout redévelopper. Et alors, ce qu'on aime bien faire quand même, lorsqu'on développe des applications robotiques, c'est, bon, par exemple, là j'ai pris l'application robotique de navigation de ce robot-là, où il va falloir faire de l'acquisition, représenter l'environnement, planifier, etc. et faire le contrôle. Ce qu'on cherche souvent à faire quand on fait des applications, c'est quoi? Par exemple, on va dire, je veux faire de la planification de mouvement. Mais ce que j'aimerais faire, par exemple, j'ai MoveIt qui va être intégré, mais par exemple, il y a OMPL qui a été développé ailleurs, ou il y a HPP qui a été développé au LAS, j'aimerais bien pouvoir dire, moi, je vais changer un algorithme, par exemple, dans la fonctionnalité planification de mouvement, j'aimerais pouvoir continuer à développer mon application sans remettre en cause l'ensemble de la structure de l'application. Donc c'est assez facile, j'enlève un composant, je remets un autre composant, etc. Parce que comme ça permet rapidement d'améliorer une application robotique. Et ça, avant ROS, peut-être qu'il y en a certains parmi vous avaient des outils, je ne sais pas, peut-être vous aviez des outils, nous souvent on repartait quelqu'un de crash, quoi. Donc ça veut dire qu'en gros ça demande un gros travail. Dès que vous faites une application et vous changez quelques composants, il faut tout repartir. Enfin, il faut repartir de zéro. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'on perd beaucoup de temps, d'accord? Et ça justement, ROS permet de le faire. Alors là, j'ai repris justement la notation d'Olivier Stas parce qu'il aime bien ça. Il dit ROS, qu'est-ce que c'est pour lui? Eh bien ROS, il dit, en gros, c'est de la plomberie, c'est-à-dire qu'on va avoir des connexions entre des composants logiciels pour répartir les nœuds de calcul sur un réseau, d'accord? On va avoir des outils qui vont être l'ensemble de logiciels qui permettront d'analyser, afficher, etc.
des librairies, donc ce qu'on appelle les capacités de ROS, qui vont permettre, ces librairies, d'implémenter les fonctionnalités, donc de la planification, du contrôle, bref, tout ce qu'on veut, représentation d'environnement, construction d'environnement, etc. Et ensuite, il dit, autour de ça, il va y avoir un écosystème, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre d'utilisateurs qui vont permettre de faire vivre, de collaborer et de faire croître ces capacités, ces outils, etc. Donc ça, c'est la définition que je trouve, ça m'a plu, donc j'ai récupéré, c'est tel quel. Alors en gros, qu'est-ce que c'est la plomberie? C'est l'intergiciel ou le middleware, ça dépend si on... c'est-à-dire qu'en gros, c'est à travers un bulle logiciel, on va permettre à des objets qui sont localisés sur des machines différentes d'interagir. Et l'interaction, ça va se faire à travers quoi? À travers des messages. Donc c'est comme des post-it, donc ça peut être des topics, ok? Et on va pouvoir faire des nœuds de calcul, on va pouvoir faire du calcul pour produire les données qu'on va échanger à travers ces post-it, d'accord? Et de lire les données à travers ces post-it par un autre nœud. Donc on va pouvoir comme ça facilement échanger des informations. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tout ça se soit normalisé, donc les données doivent être normalisées, donc pour ça, il y a des langages de description d'interface, donc là je pense que les spécialistes de ROS peuvent vous donner des précisions si vous en avez besoin. Et surtout ce qu'il faut avoir, c'est un annuaire qui va enregistrer chacun des nœuds, quelque part chacun service. Et ça peut poser problème, parce que notamment quand vous avez des robots séparés qui vont avoir chacun leur annuaire, comment le robot, quand vous allez rajouter un robot dans votre application, comment le nouveau robot va connaître l'annuaire de ce qui est en cours. D'accord? Ça, c'est un petit peu aussi pourquoi il y a du ROS 2 qui est en train d'apparaître. Voilà. Mais disons que ça permet de gérer tout ça avec des mécanismes d'appel de service entre les nœuds. Alors, on peut stocker des paramètres, des données qui sont spécifiques à une application, spécifiques à un robot, etc., ou qui n'évoluent pas. Par contre, c'est vrai que pour les gens qui font de la commande des processus, c'est vrai que ce n'est pas temps réel. D'accord? On verra que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis en conclusion, hein, mais bon. Tel que c'est bâti, ce n'est pas temps réel. Les outils, vous en avez plein. Hein, vous avez des outils qui permettent d'interface graphique. Alors, je suis désolé parce que si j'avais le PowerPoint, là, comme c'est le PDF, il n'y a pas d'animation. Donc on peut avoir à la fois des interfaces graphiques pour de la visu, de la simulation. On peut avoir une gestion des graphes qui permettent de voir un petit peu comment sont agencés, comment communiquent les différents nœuds avec les topics. On peut avoir des interfaces de contrôle, on peut avoir un système de gestion de paquets, de génération de code et de compilation, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a plein de dépendances, plein de paquets, et une des difficultés souvent, c'est comment on va générer, comment on va compiler tout ça, parce que c'est pas si facile que ça s'il n'y a pas un système qui est assez performant. Et l'écosystème, lui, il va définir toutes les librairies, alors que ce soit les langages, les services, faire du diagnostic, l'estimation de pause, etc., localisation. Donc là, il y a vraiment plein de choses qui existent. Alors, le support, c'est Ubuntu, sachant qu'il y a plein de systèmes d'exploitation expérimentaux qui supportent ROS maintenant, et petit à petit, je pense que ça va être même pas à jour, je ne sais pas si c'est exactement à jour, mais en gros, il y en a pas mal qui le supportent. C'est vrai que nous, le choix qu'on a fait en formation, hein, c'est sous Ubuntu. Donc tous les étudiants à Toulouse là, qui sont formés, on est sous du ROS qui tourne sous Ubuntu. Alors les robots, si on regarde, ça peut paraître surprenant ce transparent, parce qu'on se dit en 2014, on avait 11 robots supportés, on en a moins, et les packages, c'est pareil, on en a moins. Pourquoi? Parce que au départ, tout le monde qui développait un petit robot n'importe quoi, tout de suite développait, je dirais quelque part, les briques logicielles pour que ça tourne sur ROS. Or, vous savez très bien que le problème de l'open source, je ne sais pas si vous avez, enfin, parmi vous, il y en a qui ont dû récupérer en dehors de ROS des logiciels open source. Le problème de l'open source, c'est que si ce n'est pas maintenu, vous allez récupérer quelque chose, et quelque part, derrière, 6 mois après, ça part à la poubelle. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est pareil les packages, hein, il y a plein de gens qui mettaient des packages sur ROS, et quand vous allez les chercher, vous avez par package, il y a 2 ans après, il n'y a pas eu de compilation, c'est toujours la version de 2014. Hein. Donc celui-là, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Donc c'est en gros, les packages vivants, d'accord, ils ont été, voilà, ils ont peut-être réduit, mais ceux-là, ils sont vraiment vivants. Donc c'est-à-dire que vous avez plein de packages que vraiment vous pouvez utiliser. Et les robots, c'est pareil. Les robots, si on maintient pas à jour les différentes versions, etc., donc maintenant, il y a les constructeurs de robots. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas que des constructeurs de robots, il y avait des gens un petit peu qui mettaient des packages sur des robots un peu folkloriques, je dirais, pour un petit peu éducation, hein, des trucs un peu folklore. Maintenant, les robots, c'est des robots maintenus. Donc c'est vrai que vous avez plein de packages, et là, il n'y a aucun souci, ça va continuer. D'accord? Donc c'est-à-dire que quelque part, au départ, c'est parti comme de l'open source, hein, comme tous les projets open source, ça part un petit peu dans tous les sens, et petit à petit, c'est focalisé, et c'est pris en main notamment justement par plein d'industriels. Vous savez très bien
Askawa, son dernier robot qui est commandé en couple, il est totalement compatible ROS. Ils l'ont sorti d'entrée, quoi. Voilà. Et ça, c'est en train de se généraliser. Quelque chose qui est important quand même que ROS, le DARPA, donc, qui est l'agence américaine de la défense et qui organise des grands challenges robotiques, hein, parce que vous savez très bien que c'est à partir grâce à ça qu'il y a des voitures autonomes. Hein, ça a été en 2005 lorsqu'ils sont arrivés à faire naviguer pendant 200 km dans le désert un robot autonome. Utilise ROS et le challenge robotique de la NASA aussi est basé sur ROS. Donc ça veut dire que, vous voyez, ROS, ça prend vraiment de l'ampleur. Alors, un petit exemple hein, pour ceux qui n'ont jamais fait du ROS. Hein. Ça, c'est la manip de base des étudiants. En gros, ça veut dire c'est la prise en main de ROS pour des étudiants. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? Vous voulez faire de l'assistance visuelle avec un robot. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Vous allez avoir un système de perception et vous dites, voilà, moi j'aimerais que je vais avoir un point rouge, je vais détecter un point rouge, une balle rouge quelque part, et je veux que la balle rouge soit au milieu de mon image. D'accord? Donc, c'est simple. Donc, vous avez un robot, manque de peau, ce robot il est non autonome, donc c'est comme votre voiture, hein, vous ne pouvez pas rouler sans glisser. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ça avait des contraintes. Donc, le modèle, ce modèle non linéaire, c'est un petit peu compliqué. Et pour le commander, c'est comme votre voiture. Hein. Votre voiture, vous commandez quoi? Vous commandez la vitesse, d'accord, d'orientation de votre volant, et vous commandez accélérateur et frein. Donc, vitesse linéaire V, vitesse singulière. Vitesse singulière, oméga. Donc, c'est un torseur cinématique, c'est du classique. Hein. Et donc, en gros, à partir de l'information que vous avez de l'image, vous voulez commander V oméga. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un certain nombre de nœuds qui vont vous permettre de faire le calcul, par exemple, au niveau du traitement d'image. De là, vous allez pouvoir mettre ça sur un post-it, sur un topic, hein, d'accord. De là, vous avez un autre nœud de calcul qui va permettre de faire la surveillance visuelle, qui va calculer en fonction des informations dans le plan image, il va calculer V oméga. Ce V oméga va être envoyé à nouveau dans un post-it, et ce post-it, il va être récupéré par quelque chose qui va tourner sur le robot pour dire, je dois mettre cette vitesse V oméga au niveau de mes roues, parce que V oméga, ça va donner des vitesses sur la roue droite et la roue gauche. Et comme ça va fonctionner. Vous avez votre robot qui va bouger, qui va mettre, clac, d'accord. Si tout est bien calculé, bien sûr, si les nœuds de calcul sont bons, vous avez votre robot qui va se mettre, qui va s'asservir sur la position visuelle. Donc ça, typiquement, c'est la manip 0 de nos étudiants pour leur faire appréhender ROS. Et en même temps, c'est assez intéressant parce qu'il y a de l'automatique, il y a de la robotique, parce que faire de la surveillance visuelle, il faut passer par des jacobiennes, etc. Donc voilà, il y a vraiment de la robotique pour comprendre comment les modules marchent. Tout ça, on peut le compléter parce qu'en général, quand on fait des lois de commande, on règle des paramètres. On règle par exemple des paramètres proportionnels dérivés pour ceux qui font un petit peu d'automatique. Donc il faut savoir aussi qu'à travers, il peut y avoir un paramétrage des nœuds de calcul, et tout ça, bien sûr, ça va communiquer à travers un bus, hein, d'accord, qui va permettre de gérer les topics, qui va permettre de gérer les paramètres. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ROS. Donc c'est qu'en gros, on va faire un graphe avec des nœuds, des topics, d'accord. Donc quelque part, on va mettre des post-it, des calculs, et tout ça, ça va communiquer à travers un nœud de communication. Alors, maintenant, c'est vrai que si on regarde ça, ça paraît magique. C'est-à-dire, en gros, si on regarde ça, on peut se dire, mais moi, je veux faire une application robotique un peu complexe. J'ai 1400 packages que je peux récupérer sur le web. À moi de regarder ces 1400 packages, je vais récupérer ça, pam, pam, pam. Je vais voir qu'est-ce que je dois, les topics, quels sont les bons post-it que je dois mettre, quels sont les bons nœuds de calcul que je dois mettre. Je vais créer, etc., mes interactions. Et quelque part, je fais un return. On peut dire ça, quoi. Alors, ça peut faire croire que la robotique, c'est facile. En gros, je vais faire un petit peu le parallèle avec l'automatique, parce que MATLAB, tout le monde le connaît. Hein. Vous pouvez faire de l'automatique actuellement sans rien connaître l'automatique. Vous prenez Simulink, vous prenez la Control Toolbox, vous prenez etc. Vous pouvez faire des contrôles en LQG, des commandes MPC, du DDP, des commandes très sophistiquées en automatique. Vous assemblez ça, il n'y a pas de souci, ça va vous sortir en résultat. Vous avez MATLAB qui vous permet de télécharger sur une cible directement, sur une target, paf, votre code, et vous lancez ça à votre système automatique, et ça va marcher. Plus ou moins bien, pourquoi? Parce que les modèles ne seront jamais parfaits, et si vous voulez faire des applications simples, ça suffira, mais si vous voulez des opérations un petit peu sophistiquées, vous allez apercevoir que si vous ne savez pas exactement comment on calcule un MPC, comment on calcule un DDP ou comment on calcule une commande LQR, quand ça ne marchera pas bien, vous n'allez pas pouvoir analyser pourquoi ça ne marche pas bien. Donc, je dirais, c'est un petit peu ça, c'est que c'est facile de faire des applications simples, mais dès qu'on va vouloir faire des choses un petit peu compliquées, c'est qu'il faut quand même
savoir ce que font les briques. Si vous voulez, c'est un petit peu ces boîtes noires, un petit peu comment elles vont fonctionner. Donc, il faut faire attention un petit peu, je dirais, au retour de bâton. Alors, je dis ça parce que dans les années 80, je pense que Denis a dû connaître ça, on ne parlait que des systèmes experts. Un système expert, il y en avait partout. Quand j'ai pris la direction de l'UP début des années 2000, tous les industriels qui travaillent avec nous ont dit on ne veut plus entendre parler d'IA et de système expert. On a été obligé d'enlever de nos syllabus le mot IA et système expert. C'était banni. Pourquoi? Parce qu'on a tellement cru dans les systèmes experts, et ça a été tellement... Alors c'est vrai qu'on a progressé, hein, il y a des choses qu'on ne savait pas faire, mais par rapport à ce qu'on pensait faire, ben, ça a été... Voilà. Donc c'est un petit peu ce que j'appelle le retour de bâton, il faut faire attention, parfois croire que les choses sont simples, non. Deuxièmement, deuxième point, je dirais négatif, c'est on s'aperçoit que nos étudiants, alors c'est vrai que l'UFCITEC, c'est des formations info-robotique, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas de mal à prendre ces outils. Par contre, on s'aperçoit que quand on fait prendre en compte, par exemple, au niveau Bac plus 4, donc au niveau première année de master, à des formations qui ne sont pas informaticiennes, par exemple des formations d'automatique, eh bien, ils ont beaucoup de mal. Et en fin de compte, ce qui va les bloquer, c'est l'aspect informatique. Parce qu'ils n'ont pas le bagage informatique. Pour vous, c'est vrai que vos étudiants n'ont pas de problème, parce qu'ils ont un bagage informatique. Voilà. Ça nécessite quand même un bon bagage informatique. Sinon, quelqu'un qui a fait que du MATLAB, par exemple, qui passe sous ROS, ben, il va quand même baver un petit peu. Après, l'aspect temps réel, ça a été dit tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous savez que maintenant, il y a ROS Control qui permet de gérer des contrôleurs temps réel. D'ailleurs, je n'ai pas mis temps réel, j'ai mis temps. Temps. Alors, plus ou moins vrai. D'accord, mais bon, on peut espérer que ça s'améliorera. Et alors, vous avez vu que quand j'ai parlé de l'historique de ROS, j'ai dit qu'en 2023, je ne sais plus, ou 2024, eh ben, voilà, ça s'était maintenu jusque-là, parce qu'il y a ROS 2 qui va sortir. Alors là, par contre, ROS 2, moi, je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas compétent. C'est dommage qu'Olivier n'ait pas pu venir parce que lui, il bosse dessus. Mais peut-être qu'on aura des spécialistes qui vont vous parler. L'intérêt un petit peu, c'est cette notion de robustesse. Tout à l'heure, j'ai parlé du problème de l'annuaire. D'accord, c'est qu'en gros, chaque système ROS qui va tourner sur un robot, il connaît ses services. Alors c'est vrai que si vous faites du multi-robot, ou si tout d'un coup vous allez mettre un robot, d'accord, qui va apparaître dans votre application, comment le nouveau robot va connaître les annuaires des services qui vont tourner sur les autres robots? Alors je sais qu'il y a des bridges, etc., enfin il y a des astuces informatiques, mais c'est pas quand même la meilleure solution. Il semblerait, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est pas très robuste ça, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que les problèmes justement liés aux bus de communication, tout ça, ça permettrait avec ROS 2 de résoudre pas mal de problèmes. D'accord ? Par contre, le premier retour moi, que j'ai eu, mais après je ne sais pas, vous allez confirmer, il semblerait que passer de ROS 1 à ROS 2, au niveau notamment bagage informatique, ça demande quand même un ticket d'entrée, qui est ce que j'ai marqué, un ticket d'entrée qui est un petit peu plus cher. Mais là, bon, je ne peux pas du tout confirmer, c'est comme m'a retourné, comme quoi c'était pas évident de rentrer dans ROS 2. Voilà, bon, je ne sais pas le temps que j'ai mis, j'ai peut-être parlé vite. Merci pour votre attention. Merci.